Merci de nous recevoir. On est ici à la librairie La Manœuvre dans le 11e arrondissement, rue de la Roquette. Vous êtes expert de la prise de parole et de la mise en récit. Et dans votre ouvrage L'homme est un conteur d'histoire, vous dites que nous sommes tous des conteurs d'histoire. Comment est-ce qu'on peut tous être des conteurs d'histoire? Ah, c'est vrai que c'est assez marrant, mais finalement, on sait que d'un point de vue, je dirais, anthropologique ou même biologique, que à partir du moment où l'homme a réussi à avoir une capacité de symbolisation et d'abstraction, très rapidement, il a raconté des histoires. C'est même peut-être d'ailleurs la manière la plus naturelle qu'il a de comprendre le monde. Et donc on voit bien que finalement, cette capacité-là, elle est probablement universelle. Il faut une forme de talent pourtant pour raconter l'histoire. Est-ce que c'est aussi une question de technique? C'est aussi une question de technique, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, on raconte des histoires à partir de quel moment? À partir d'un moment où, sans même avoir pris aucun cours, sans même savoir réellement quels sont les ingrédients d'une histoire. Très petit, vous rentrez de l'école, primaire, même maternelle, et vous commencez à raconter votre journée à vos parents. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La réponse est une histoire, hein. Vous racontez, il y a une situation initiale, il s'est passé quelque chose, il y a eu des péripéties, la maîtresse m'a dit, et puis Martin m'a dit, et puis j'ai pas été content. Tout ça, c'est des événements qui se succèdent. Après, la question que vous posez, c'est évidemment la question de comment fait-on pour créer une histoire qui est capable d'embarquer, qui est capable de fédérer, qui est capable de convaincre. Et là, on sait effectivement qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent, la littérature est très abondante pour finalement qu'on ait une histoire qui respecte les codes et un paradigme qui est, par exemple, ceux des grands auteurs. On est dans une librairie, derrière moi, la littérature mondiale, française, de toutes les cultures. Et là, tous ces auteurs-là maîtrisent parfaitement la trame narrative, les ingrédients d'un bon récit pour justement passionner leurs lecteurs. C'est inné ou ça s'apprend? On apprend à raconter une histoire? Comment est-ce qu'on apprend à raconter une histoire? Je dirais qu'il y a un cadre naturel, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a une manière dont on a d'appréhender le monde qui souvent se fait finalement avec une situation initiale, des défis, des obstacles, et puis une résolution. C'est la manière finalement quasiment naturelle qu'on a de séquencer notre approche du monde. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, finalement, il y a une espèce de pulsion naturelle. En tout cas, les travaux sont en cours, hein, et il y a plein de chercheurs qui s'intéressent à ça, et de se demander, est-ce qu'il existe par exemple un logiciel dans notre cerveau qui fait que c'est notre manière de comprendre le monde? Et est-ce que c'est inné? C'est-à-dire vraiment, il y a vraiment quelque chose qui existe, préexistant chez nous, ou pas? Ça, c'est encore ouvert, hein. Il y a différents courants de pensée qui s'opposent là-dessus. Et par exemple, dans mon livre, je détaille la psychanalyse notamment freudienne. Près des Freud, l'une des grandes ruptures de Freud dans la psychanalyse, c'est d'avoir compris que finalement, quand un patient raconte sa vie, quand ce n'est pas cohérent, quand il y a des incohérences, quand il balbutie, quand il ne sait pas retrouver le fil directeur de ce qu'il a vécu, là probablement se cache un symptôme d'un trouble. Et au contraire, quand il sait parfaitement raconter une histoire, de manière cohérente, ce qu'il s'est passé, eh bien, il estime que là, finalement, il est capable de comprendre sa vie et son évolution. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière que, voilà, très naturellement, et encore une fois, d'un point de vue quasiment biologique, on pourrait avoir cette capacité-là. Après, c'est clair que ça se travaille, qu'il y a énormément de techniques, il y a énormément de méthodes, encore une fois, pour viser, si on vise l'efficacité, si on vise à déployer un propos de manière la plus pertinente et la plus puissante possible, entre guillemets. On oppose souvent la culture française, qui est plutôt une culture de l'écrit, la culture de l'argumentation, à la culture de l'oralité des pays anglo-saxons. Et d'ailleurs, le système éducatif français est en train de changer, on est en train de former, parce qu'on se rend compte que l'oral, c'est pas qu'uniquement l'argumentation, mais ça se nourrit de plein d'autres choses. Comment est-ce que vous faites la distinction entre l'écrit et l'oral dans la narration et dans le pouvoir de conteur de chacun d'entre nous? La narration, elle est, si vous voulez, dans une phase qui est amont à une expression orale ou une expression écrite. Là, ce dont on parle, si on parle vraiment de l'histoire, de la mise en récit, on est avant même le médium. Donc, après, culturellement, on sait qu'il y a énormément de différences entre les pays, entre les zones géographiques, sur la manière dont on a effectivement de mettre en récit. Et c'est vrai que la France, pour plein de raisons, mais ça c'est systémique au sens où il n'y aurait pas une explication causale qui permettrait de dire voilà, les Français sont très portés sur l'écrit et les Anglo-Saxons sont uniquement portés sur l'oral. C'est vrai qu'il y a des distinctions qui peuvent se faire, mais encore une fois c'est systémique. Donc par exemple, l'un des grands moments dans le système éducatif, vous évoquez à l'école, on sait qu'au début du XXe siècle, je crois que c'était en 1902,
qu'il y a une directive de l'Assemblée qui vient supprimer les cours d'éloquence. Jusqu'en 1902, il y avait à l'école des cours d'éloquence, donc des cours d'expression orale. Et puis on va dire à un moment donné, non, nous on pense que les élèves doivent vraiment être bons d'abord sur l'écrit, et on estime que c'est ça qui est important. Donc par exemple, ça se joue à ce type de décision. Et puis après, il est vrai que la manière dont s'est construit aussi le peuple anglo-saxon, de manière générale, a été plus rapidement portée sur l'oral, sur l'efficacité du langage. On dit souvent aussi que l'anglais a une efficacité, des mots courts, percutants, des phrases très simples, une grammaire finalement beaucoup plus simple qu'une grammaire latine. Donc tout ça, est nourri de plein de phénomènes historiques, sociaux, même d'usage. Et donc pour répondre à la question précisément, il faudrait prendre beaucoup de temps, mais on sait que, en tout cas, il y a des histoires qui nous parlent beaucoup plus en tant que Français que pour, par exemple, un Japonais. Par exemple, les Japonais, si vous regardez certains films d'animation japonais, des animés, comme je pense au Tombeau des Lucioles ou des grands films comme ça, ils ont beaucoup moins peur, par exemple, de terminer sur, non pas un happy end, mais plutôt sur une fin qui est tragique. C'est-à-dire, parce que leur relation à ça est totalement différente dans leur culture, dans le prisme de ce qu'ils racontent. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir quelles histoires on raconte pour, encore une fois, convaincre, fédérer et se mettre en mouvement. Pour raconter une histoire, il y a évidemment les mots, que ce soit à l'écrit, à l'oral, mais il y a aussi l'image. Et on dit souvent que l'image vaut mieux que 1000 mots. Quelle est votre perception par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut raconter des histoires avec une image, avec de la photo notamment, ou avec un dessin? Moi, j'adore les mots. J'adore ça parce que c'est le matériau sur lequel je travaille. Et c'est vrai qu'il y a une puissance, évidemment, qui est en deçà ou au-dessus des mots. Ça dépend quel point de vue on adopte. Et c'est celui, par exemple, des artistes. Vous savez, par exemple, Francis Bacon disait « Je ne peux pas vous expliquer mes peintures. Les mots seront insuffisants. Ils ne pourront pas raconter cette intuition, ce geste, ce que je réalise. J'en suis incapable. » Pierre Soulages, qui aujourd'hui fait l'actualité et qui a marqué l'art contemporain, dit exactement la même chose. Arrêtez de vouloir interpréter mes peintures. Arrêtez de me demander ce qu'il y a derrière ça. Vous pouvez penser... Moi, j'ai une histoire derrière cette peinture, et puis vous aussi, vous allez vivre une histoire à travers cette peinture, selon là où vous êtes, votre sensibilité, là d'où vous venez, votre état d'esprit, etc. Donc, disons qu'on sait que les images peuvent véhiculer autre chose, ou des choses parfois plus puissantes, mais parfois elles sont plus pauvres aussi qu'un magnifique auteur qui est capable de mettre en mots des sentiments, vous pouvez prendre Proust, la capacité qu'il a eue à travers les mots à nous faire vivre des émotions, c'est complètement extraordinaire. Donc pareil, débat complexe, mais c'est sûr que... Moi, je crois beaucoup à l'alliance des deux. Ça, si je devais essayer de résumer, moi j'aime beaucoup, quand je vois Francis Bacon et Soulages qui disent « je ne peux pas vous expliquer en mots ce que ça veut dire », moi je reste très très frustré, j'ai envie d'avoir ça. Et puis au contraire, j'adore les mises en image de textes, d'écrits ou de prises de parole, parce que j'ai envie d'avoir la réunion des deux. Alors il y a le texte, il y a les images, il y a évidemment la vidéo. Et aujourd'hui, on est vraiment face à un essor complètement dingue du podcast. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce besoin de narration par la voix? Est-ce que la voix permet aussi, la tonalité d'une voix permet de contribuer à la narration? Et est-ce que les histoires qui sont racontées par les podcasts sont des histoires qui peut-être sont moins mass market, davantage peut-être de niche, mais qui ont cette forme d'intimité? C'est quoi votre point de vue sur là? La voix, c'est quelque chose qui est formidable parce que c'est quelque chose qui est unanimement partagé entre nous tous, hommes et femmes. C'est quelque chose qu'on reconnaît, et donc les modulations d'une voix. Donc, il suffit que je ralentisse mon débit, que je pose ma voix, et très vite va s'instaurer là une atmosphère différente, au contraire de mon débit naturel. Et ça, évidemment, pour un être humain, c'est très important parce que, encore une fois, d'une manière cognitive, c'est-à-dire ancrée en nous de manière assez profonde, on est capable de détecter tout ça. Alors, quand on raconte une histoire, c'est formidable. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, quand on se lance dans une narration, avoir ce pouvoir de la voix et uniquement de la voix, ce que je crois beaucoup en fait chez les podcasts, c'est par exemple, vous regardez une série Netflix, vous avez du son, vous avez potentiellement des sous-titres, vous avez une image, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. C'est-à-dire qu'on a été habitué finalement ces dernières années à avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on en a rajouté. Il y a des effets sonores, il y a des effets visuels, il y a du texte, il faut lire, etc. Donc c'est beaucoup de choses. Le podcast, on est en train de dire à la personne, vous n'allez écouter qu'à travers un seul canal. Donc vous fixez sur ce canal et vous suivez ma voix. Et là, je vais vous emmener à travers un autre monde. Et je crois que ça, c'est très très puissant parce que c'est une économie de moyens au service de la puissance d'un propos
et de la puissance d'un récit. Donc effectivement, c'est plus niche et aussi plus exigeant de la part de celui qui écoute, mais c'est en même temps dans cette économie de moyens qu'on arrive probablement à avoir une résonance très forte. Et le podcast n'est que la transcription moderne des histoires qu'on racontait autour du feu. L'histoire qu'on racontait autour d'un feu, il n'y avait rien à voir visuellement, on pouvait fermer les yeux et écouter le conteur, chef de village, chef de tribu, on est dans un podcast. C'est exactement la même chose. Donc je crois qu'il y a vraiment là un continuum qu'on est juste en train de reboucler et qui est mis en valeur par une technologie nouvelle et qu'on est en train de creuser, mais en réalité, on est en train de boucler la boucle du conteur d'histoire, qu'il soit en 2020 ou qu'il soit il y a 2000 ans. Il n'y a pas que les hommes qui sont des conteurs d'histoire, les entreprises aussi. C'est pas nouveau. On parlait beaucoup de storytelling. Ouais. Et on est, depuis la promulgation de la loi Pacte en mai 2019, sur cette quête de raison d'être des entreprises. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la narration des histoires des entreprises? Comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises doivent se raconter? Comment est-ce qu'elles doivent davantage tenir compte du contexte social et environnemental? C'est un gros sujet, je crois qu'en fait c'est le sujet de la décennie qui arrive pour bon nombre d'entreprises. Les entreprises, elles ont toujours dû se raconter. Enfin, c'est une question qu'on pourrait poser d'ailleurs, mais globalement, pour fédérer des gens, pour les engager, pour favoriser le passage à l'action, etc., on pourrait d'ailleurs analyser l'entreprise comme un système narratif, parce que c'est parce qu'on croit aux convictions de l'entreprise, à ce qu'elle fait, qu'on peut s'engager et qu'on peut travailler à ses côtés et faire grandir un projet, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est dans un moment où c'est la fin du paradigme économique qui était celui de Milton Friedman, qui était de dire il faut l'entreprise, elle est là pour maximiser la valeur économique et financière. Et d'ailleurs, en le faisant, elle a plein d'effets directs et indirects sur l'embauche, au niveau social, au niveau sociétal. Pour lui, ce n'était pas antinomique, mais il disait c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on est en train de dire aux entreprises, vu le poids, la taille que vous avez et le monde dans lequel on est, avec effectivement tous les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, d'égalité, etc., vous ne pouvez pas simplement nous dire que vous vous limitez à ça. Vos effets sont bien plus importants. Donc du coup, la mise en récit est en train de totalement changer, parce que c'est une mise en récit qui, encore une fois, devient systémique. On doit arriver à embrasser ça et arriver à trouver une histoire cohérente qui permet de dire pourquoi on fait les choses, pourquoi on le voit comme ça, pourquoi ça prend du temps, pourquoi c'est difficile, pourquoi on l'a fait comme ça et on le regrette, mais c'est notre passé, donc on ne va pas forcément le renier, mais on a décidé de faire totalement autrement. Voici nos convictions, voici nos valeurs. Et ça, c'est très important pour les entreprises aujourd'hui de se poser cette question, qui est la question, comme vous l'évoquez, sur la raison d'être, la question du sens, pour à la fois comprendre le monde, au sens de prendre ensemble, essayer de comprendre tout ça, et puis d'essayer d'embarquer le maximum de personnes et de changer les choses. Et ça va être fondamental. Et je crois qu'avec la nouvelle génération, par exemple, on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont finir par dire j'ai une promesse d'embauche où je gagne beaucoup plus d'argent, où les conditions objectivement sont bien meilleures dans une entreprise A, mais je suis tellement peu aligné sur le récit qu'ils racontent, sur là où ils vont, sur ce qu'ils font, ça correspond tellement peu à qui je suis que je préfère aller dans l'entreprise B. Moi, je crois que les récits sont l'avantage compétitif de la décennie à venir pour les entreprises. Il y a une véritable question d'authenticité en même temps derrière. C'est-à-dire que peut-être que la communication des entreprises cherche moins à contrôler à la virgule près ce qu'elle va raconter, mais davantage rendre compte de ce qui se passe en interne et ses relations avec l'ensemble de ses publics. Là, il y a deux choses. Je reviens sur ce que vous disiez sur le storytelling. Le storytelling, il est marqué par cette idée que c'est un outil communicationnel. Donc c'est un outil de communication ou de marketing. Donc on a l'image du storytelling comme quelque chose qui vient s'ajouter à finalement, c'est juste un déploiement final d'une belle histoire qu'on souhaiterait raconter. Ça ne marche plus. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez raconter ça, sauf que les consommateurs, les parties prenantes, elles vont creuser, et elles vont gratter, et puis elles vont regarder ce qu'il y a derrière. Oh, très, très bon spot de publicité, génial, mais je vais quand même regarder ce qu'il y a derrière. Et puis là, on se rend compte que finalement, la filière n'est pas alignée, les actions ne sont pas là, rien n'est mis en place, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut bien distinguer la mise en récit qu'on est en train d'évoquer d'un simple storytelling. Et je ne dis pas simple au sens péjoratif, on peut avoir au contraire, il faut que le storytelling reste, mais au service d'authentique, au service de véritables actions. Ça, c'est très important. Le deuxième point que vous évoquez, c'est l'humilité. Raconter des récits, c'est nécessairement être plus transparent. Donc, arriver à dire, c'est notre angle sur les choses, notre vision, c'est comme ça qu'on fait ça, et on sait que c'est imparfait. On sait qu'on est au tout début du chemin, on sait que c'est pas facile, on sait qu'on va changer, on l'a fait comme ça et
on l'a fait parce qu'il y a eu un contexte et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé, donc ça prend du temps. Et c'est ça qui va être un vrai défi pour les entreprises parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une entreprise, les grandes entreprises par exemple, on les critique parce que ça met du temps à changer, il y a une inertie, etc. Mais oui, mais il y a 100 000 personnes. Il y a 100 000 personnes qu'il faut payer, il y a 100 000 emplois à conserver. Donc c'est ça qui est aussi en jeu. Et là, c'est le vrai défi auquel toutes les organisations vont faire face. Mais l'humilité, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment, si on prend des sociétés iconiques comme Patagonia, vous savez, cette entreprise qui a été créée en 1973 par un alpiniste et qui fait des vêtements éco-conçus, donc depuis une cinquantaine d'années, très alignés sur leurs valeurs. En fait, ils ont tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le sens et la raison d'être, ils l'ont fait il y a 50 ans. Le Chief Storytelling Officer, qui existe depuis le jour 1, qui se définit aujourd'hui comme un directeur de la philosophie. Je crois qu'il faut beaucoup regarder son expérience, il s'appelle Vincent Stanley. Il dit « les récits se jouent sur le long terme ». C'est-à-dire que nous, ça fait 50 ans qu'on fait ça fait 50 ans qu'on ne cesse de faire évoluer ça. Et l'une des composantes essentielles, c'est l'humilité. Il faut être humble. Et il dit d'ailleurs, Patagonia, on est responsable, peut-être plus que les autres, mais on n'est pas encore durable. Pourquoi ? Parce qu'on continue de prendre plus à la planète que ce qu'on lui donne. Et c'est Patagonia après 50 ans d'expérience. Donc on voit à quel point effectivement l'authenticité et l'humilité va être aussi très important dans la capacité des entreprises à raconter un récit qui engage. Et en plus dans une période où les gens n'achèteront plus, entre guillemets, des récits qu'on leur imposera. C'est fini ça. Ça c'est fini, il n'y aura pas de retour en arrière. Là c'est fini. L'esprit critique, si vous voulez, maintenant il est trop grand pour qu'on puisse retourner en arrière et qu'ils puissent simplement recevoir et dire « Ah bah oui, j'achète ça et c'est fini, ce paradigme-là, il est clos et il est terminé. » Alors le temps long, on le retrouve dans une des citations que j'ai découvertes dans votre livre, Steve Jobs qui dit le conteur d'histoire est la personne la plus puissante au monde. Le conteur établit une vision, les valeurs et le calendrier de toute une génération à venir. » Steve Jobs était, tout le monde le sait, un immense entrepreneur et qui avait, et je juge là que sa capacité à embarquer, à fédérer, était un immense conteur d'histoire puisqu'il a beaucoup travaillé ses prises de parole, ses écrits, sa vision, ses convictions, avec effectivement chevillé au corps l'idée que raconter de bonnes histoires, de belles histoires, et quand je dis belles histoires, vous voyez le français est péjoratif, une belle histoire, c'est souvent une histoire un peu creuse. Moi je dis belle histoire au sens, non, profondément alignée avec sa vision du monde, ce à quoi il croyait. Il savait que ça avait la capacité d'embarquer. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches dans des tribus, notamment aux Philippines et un peu partout dans le monde, qu'ils ont répliquées en Amérique du Sud, qui montrent que les conteurs d'histoire, ceux qui savent le mieux raconter une histoire, sont ceux qui s'imposent naturellement aux autres. C'est-à-dire que ce sont ceux qui deviennent les guides, ce sont ceux à qui on se réfère, ce sont ceux à qui on transfère une confiance, ce sont ceux qui portent littéralement les valeurs, qui portent la vision. Et quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes collaborateur, vous avez aussi envie, avec votre manager, avec votre leader, avec ceux qui vous entourent, de vivre ça, c'est-à-dire cette relation de celui qui compte une histoire. Et il faut qu'elle soit, encore une fois, très authentique, mais c'est là où c'est effectivement puissant. Et aujourd'hui, pour les dirigeants, pour les collaborateurs dans les entreprises, ça va être très important aussi, justement. Et on reboucle sur comment faire, sur les techniques, les ingrédients à mettre en place pour pouvoir que le plus possible, en fait, on devienne tous des conteurs d'histoire pour projeter une vision et créer le monde qu'on a envie de voir advenir. Est-ce qu'un bon leader n'est pas uniquement un bon visionnaire, un bon gestionnaire, mais doit nécessairement être un bon conteur pour embarquer l'ensemble de ses salariés dont vous parliez tout à l'heure, mais également ses clients, voire même l'ensemble de ses parties prenantes, y compris les investisseurs? Un bon leader, ça peut être effectivement… Moi, je crois qu'un bon leader, c'est effectivement quelqu'un qui sait convaincre, fédérer et favoriser le passage à l'action. Si on essaye de regarder, schématiquement, c'est ça. Son métier, c'est de convaincre de la nécessité de faire tel ou tel projet ou telle initiative ou de simplifier la hiérarchie, convaincre. Fédérer, embarquer le plus de monde avec lui pour faire grandir un projet, pour avoir donc, du coup plus d'impact, etc., etc. Favoriser le passage à l'action, c'est-à-dire changer les choses selon un contexte donné, une stratégie établie, etc. Convaincre, fédérer, favoriser le passage à l'action. Il s'avère qu'un très très bon moyen de le faire, c'est quand même de mettre en récit et de raconter une histoire. Alors, la question de savoir si c'est sine qua non au sens où si on s'en passait, est-ce que ça serait possible, c'est une bonne question. Moi, je crois beaucoup que, effectivement, quand on met en récit, on arrive à faire ces trois choses-là de manière extrêmement pertinente. Et surtout, et ça c'est important,
audible pour l'audience. C'est-à-dire que la mise en récit, c'est quelque chose aussi qui est universalisant. C'est-à-dire que par la mise en récit, vous parlez au plus grand nombre. Et quand vous êtes dans une position de leadership, c'est ce dont vous devez faire aussi. Et ça, c'est la puissance des récits aussi. C'est-à-dire que prendre n'importe quel roman qui est ici, ça a le pouvoir formidable de s'adapter à un nombre de vies, de lecteurs différents. Et ça, c'est la puissance du récit. Alors que si on reste sur les chiffres, l'opérationnel, la technique, le financier, vous perdez probablement plein de gens qui n'ont pas les outils de compréhension de ce détail-là, de cette technique-là. Parce que ça, c'est difficile à avoir pour tout le monde. Est-ce qu'un bon récit peut avoir l'ambition de contribuer à changer le monde? Alors ça, c'est une question qui est, si on était tatillon sur les termes, est-ce que ça serait le mot récit, est-ce que ça serait le mot imaginaire ou est-ce que ça serait même le mot mythe? L'un des grands auteurs du XXe siècle qui a beaucoup écrit sur le sujet, c'est Joseph Campbell, qui a écrit l'ouvrage Le héros aux 1001 visages, où il vient finalement dire qu'il y a des récits que l'on partage, et je crois que, pour reprendre l'expression d'Alain Damasio, on est là dans une période où on va avoir une lutte des imaginaires, une lutte des récits. Il y a plein de récits qui vont entrer en contradiction, se superposer, changer, etc. Se pose ensuite la question des mythes. Et les mythes, c'est ce qui est structurant à notre société ou à notre monde. Quel est le grand mythe au niveau, comme vous l'évoquez, peut-être mondial, universel, etc. Et si on pense par exemple au mythe gréco-romain, ils sont encore d'actualité. C'est ce que dit Joseph Campbell. C'est formidable de voir les leçons qui sont transmises à travers ces mythes parce qu'ils touchent, si vous voulez, une profondeur, l'essence de ce que nous sommes qui est encore plus puissante qu'un récit. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une ère a priori de foisonnement, de désordre, de chaos, de plein de récits qui s'entrechoquent, etc. Et je crois que justement, même à l'échelle, si on prend l'échelle ne serait-ce que française, quel est le grand mythe, quel est le grand récit, hein, pour le dire autrement, qu'on raconte, ça c'est difficile. Ça c'est difficile, mais ça a été par exemple, d'une certaine manière, la religion, ou les religions, hein, monothéistes par exemple, c'était ça aussi. Il y a une grande histoire qui nous rassemble, et voilà, notre terreau judéo-chrétien dit aussi quelque chose de ce mythe-là, et c'est donc difficile, parce que c'est la question ensuite de comment ce mythe naît. Est-ce que c'est de chacun de nous? Comment il se constitue? Comment il se construit? Et ça, c'est une question aujourd'hui très, très difficile aussi à établir et à détailler. Notre société aujourd'hui, elle est divisée, voire très divisée, et on est vraiment dans l'ère de la défiance. Est-ce qu'un bon récit peut permettre de réconcilier les personnes qui aujourd'hui sont divisées, et est-ce qu'il peut permettre surtout de renouer avec la confiance? Oui, l'une des qualités du récit, d'un bon récit, en tout cas c'est ce qu'il vise, c'est effectivement d'avoir la capacité d'agréger des différences et donc du coup d'adhérer à quelque chose où on se dit ça fait écho avec ma vie, avec ce que je pense. Et encore une fois, Paul Ricoeur dans Temps et récit, il dit qu'il y a ce type de récits qui ont la capacité de prendre ensemble, hein, de comprendre qui nous sommes face au monde dans lequel on vit. Et donc vous, Christophe, moi, Adrien, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même métier, pas les mêmes expériences, on n'habite pas au même endroit, on est tellement différents sur tellement d'aspects, et pourtant, on se rejoint peut-être sur un récit, peut-être sur notre vision de la France, du monde qui arrive, on est capable de se rejoindre. Et quand vous regardez un film, quand vous lisez un roman, parfois on se dit, tiens, là, il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, qui est encore une fois qui est en deçà, c'est-à-dire qu'il y a finalement une trame narrative sur laquelle on est d'accord malgré nos différences. Moi, je crois beaucoup à cette capacité des récits à finalement renouer cette confiance qu'on cherche tant. Et c'est aujourd'hui, on est en plein dedans, effectivement, dans une société très divisée. C'est quel récit, tous ensemble, collectivement, à 65, 66 millions, on veut raconter pour l'avenir, pour les 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans à venir. Pour l'instant, on est dans la phase où on est au tout début, où c'est très difficile, on est plutôt dans le choc pour faire ressortir peut-être des lignes directrices, mais je crois quand même à cette idée que finalement on peut trouver un grand récit vers lequel se projeter. Merci Adrien, je le rappelle, vous êtes l'auteur de L'homme est un conteur d'histoire, paru chez Marabout. Merci encore. Merci Christophe.